Invité ce matin Florian Philippot, député européen et vice-président du Front National. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous seriez citoyen britannique. Est-ce que vous voteriez pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Moi, je regarde ce qui a été obtenu par M. Cameron. Oui. Il y a des avancées de principe sur l'idée que les migrants intra-européens peuvent poser un problème en termes de droits sociaux, pour les finances publiques, que l'Union européenne peut avoir plusieurs monnaies. Tout ça, ce sont des principes qu'on peut reprendre. Mais objectivement, il n'y a pas grand-chose dans cet accord. On est même proche. Une Europe à la carte. On est même proche du néant. Oui ou non? Je voterai ou out? Je voterai pour le out, pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne, vu ce qu'il y a dans cet accord. Oui. Vous savez, cette affaire, elle est très simple. Vous avez une construction qui date du siècle dernier, de traité des années 50, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus du tout, qui a pu avoir ses avantages au début, mais qui ne fonctionne plus. CE 1957. Voilà, traité de Rome. Approuvé par De Gaulle, l'homme auquel vous faites référence en 1958. Et qui a été convaincu d'ailleurs d'y rester, enfin c'est perfide qui le raconte, par son entourage. Lui-même voulait déjà dénoncer le traité de Rome à l'époque. Mais son entourage lui avait dit... Il a quand même signé le traité avec Adenauer en 63. Oh oui, mais ça n'a rien à voir. Le traité de l'Élysée, non. C'est un traité d'amitié et de coopération entre la France et l'Allemagne. Et c'est ce qu'on veut justement. Nous on veut la coopération entre des nations, mais qu'elles soient libres et qu'elles soient souveraines. Il se trouve que l'Europe va de crise en crise. Elle produit une crise économique, une désindustrialisation, une crise financière, une crise migratoire absolument majeure, parce qu'il n'y a plus de frontières ni économiques, ni industrielles, ni évidemment migratoire à l'intérieur de cet espace, ni à l'extérieur d'ailleurs. Eh bien donc il faut tourner la page. Et on le fait par un processus démocratique qu'on devrait imiter et que nous proposons nous au Front National pour la France, parce que c'est ça qui m'intéresse depuis très longtemps. Vous demandez un référendum semblable. Mais évidemment, nous demandons exactement la même procédure et nous l'avions même imaginé avant M. Cameron, puisqu'on en parle pas obtenu depuis 2013. Les mêmes avantages que la Grande-Bretagne quand même. Regardez un peu. Pour l'instant, on ne joue pas d'ailleurs. Mais de fait, M. Bourdin, attendez, on ne peut pas obtenir puisqu'on ne négocie rien du tout. Alors, processus démocratique, le référendum et utilisation de l'instrument juridique, c'est-à-dire qu'il y a un article dans les traités européens, c'est l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne et de retrouver son indépendance. Le Royaume-Uni démontre déjà... à la sortie, vous? Moi, si je pense que l'Europe ne change pas radicalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en France retrouver sa souveraineté budgétaire, sa souveraineté monétaire, ses frontières par rapport à Schengen et surtout sa souveraineté nationale, c'est-à-dire que notre droit français soit plus fort et plus d'autorité que les directives des technocrates de Bruxelles, alors oui, il faut sortir de l'Union européenne parce que ça ne fonctionne pas. Et abandonner l'euro. Ça va ensemble. Mais parce que regardez le Royaume-Uni. Tout le monde n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous, hein? Moi, j'ai dit que la ligne portée par le Front National et sa présidente Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, et qui a été définie en mars 2013 par un Conseil national. Donc ça n'a rien changé. Mais je vous dis, regardez, Royaume-Uni, il est déjà plus souverain que nous puisqu'il a sa monnaie et qu'il n'est pas dans Schengen. Ça fonctionne déjà mieux que nous. Ils ont 5 à 6 fois plus de croissance que nous chaque année. Ils ont même beaucoup plus de croissance que l'Allemagne, qui est pourtant présentée comme un modèle. Que font-ils de leur croissance? Toute la question. Ça, c'est une autre question qu'ils doivent régler. Et ça, selon leur modèle à eux. Et par ailleurs, ils ne sont pas dans Schengen. Si vous prenez l'Eurostar, vous avez des contrôles. Enfin, c'est quand même plus sécurisé. Eh bien, ils veulent encore plus de souveraineté. Parce que ça ira encore mieux demain. Ils ont obtenu quand même une limitation pendant 7 ans de certaines aides sociales pour les nouveaux migrants issus de l'Union européenne. Une indexation des allocations familiales accordée aux parents dont les enfants sont restés dans leur pays d'origine, indexation au niveau de vie du dit pays. La Grande-Bretagne ne sera pas obligée d'accepter les nouveaux traités destinés à former une Union européenne toujours plus forte. La City mieux protégée. C'est pas mal quand même, non? Oui, vous avez vu, une Europe à la carte. Non, mais tant mieux pour eux s'ils ont quelques avancées. D'ailleurs, en fait, en réalité, favoriser la City, je suis pas sûr que ce soit très bon pour nous. Vous voyez, au passage. La France est quand même membre fondateur de cette Europe. La France, surtout, ne défend plus jamais ses intérêts nationaux. Vous disloquez l'Europe, mais elle se disloque elle-même. C'est l'Europe, c'est quoi? En réalité, vous savez, c'est même pas un Grexit, un Brexit ou un France-Exit, c'est un Eurexit. C'est-à-dire que l'Union européenne est en train de quitter l'Europe, et tant mieux. Il n'y a pas que l'exemple britannique. Regardez ce qui se passe partout. Mais l'Europe nous assure la sécurité. Regardez ce qui se passe partout. Attendez, vous pouvez répéter ça comme un mantra. Vous citiez De Gaulle. De Gaulle disait déjà à l'époque, c'était en 65. Excusez-moi, je finis cette phrase. Il disait déjà à l'époque, il parlait des cabris, vous savez, qui sautaient sur leur siège en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ne reproduisons pas cette erreur. De Gaulle, il disait en 1945, nul plus que moi n'est convaincu
convaincu de la nécessité de construire l'Europe. Il disait ça en 1944. Mais ça dépend ce qu'on construit. Oui. Moi, je suis favorable à ce qui fonctionne, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'a produit Ariane, ce qui a produit Airbus, c'est-à-dire la coopération, l'Europe des nations libres, des nations souveraines. Ça fonctionne. C'est-à-dire que la France et d'autres pays, l'Italie ou l'Allemagne ou d'autres, se mettent d'accord sur des projets. Moi, j'aimerais qu'on investisse dans l'innovation, dans la recherche, dans le spatial, dans l'industriel. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, on peut le faire avec d'autres nations du monde. Mais dès que la Commission européenne nous a obligés à nous élargir, c'est-à-dire qu'on a fait venir 10, puis 12 pays supplémentaires de l'Est, en 2004 et en 2007, ensuite à payer toujours plus, parce que c'est un projet, il faut le dire aussi aux Français, qui coûte très très cher aux finances publiques françaises. Oui, il y a beaucoup d'argent qui revient. Oui, il y a 13 milliards qui revient, mais il y a 22 milliards qui partent. Donc il y a 22 milliards qui partent des poches des Français, il y a 13 milliards dont la PAC qui reviennent, donc moi j'ai fait le calcul, 22 moins 13 égale... Que deviendraient nos agriculteurs sans la PAC? Égale 9. Eh bien, ils seraient beaucoup plus heureux et moins embêtés par les normes européennes, parce qu'on pourrait leur donner directement l'argent dans le cadre d'une politique agricole nationale. C'est un projet qui coûte cher, qui ne fonctionne pas. On va de crise en crise. Et vous avez des signaux. L'Autriche qui vient de dire, nous, on n'accepte plus d'accueillir les réfugiés comme cela. Quoi que dise la Commission européenne, on défend notre intérêt national. On voit qu'en Grèce, ça ne fonctionne pas. Ils sont de nouveau en déficit, donc on va devoir ressortir le chéquier. Il y a la volonté britannique. Il y a la Finlande qui ouvre un grand débat gouvernemental sur l'euro. Il y a l'Italie qui ouvre un grand débat sur l'euro. Il y a la montée de mouvements patriotes, souverainistes. C'est des mouvements qui aiment leur nation, qui veulent pas l'isolement, qui veulent l'indépendance, qui veulent la liberté. Mais il faut écouter les peuples. Et le meilleur moyen de les écouter, c'est de faire des référendums. Et on ne connaît pas plus démocratique aujourd'hui que le référendum. Vous êtes d'accord pour un référendum à Notre-Dame-des-Landes alors? Florian Philippot, pendant que le Royaume-Uni fait un référendum sur le Royaume-Uni, sur l'Union européenne, bon. Oui ou non, vous êtes favorable à ce référendum? Oui, parce qu'on le réclame aussi depuis longtemps. Bon. Référendum local. Oui, qui doit voter? Alors, nous, on est plutôt favorable sur le périmètre Pays de la Loire et Bretagne pour que les deux régions. Oui, parce que les deux financent. Voilà. Comme les deux financent, ça nous paraît logique que ce soit sur le périmètre des deux régions, et nous sommes défavorables, opposés à cet aéroport, qui nous paraît être un caprice de Monsieur Ayrault en réalité. Bon, ça fait depuis 1960 qu'il est en projet. Oui, mais c'est lui qui le pousse, qui l'a réactivé, qui le pousse. Bon, c'est un caprice inutile, coûteux et pas très écolo, même anti-écolo. C'est un projet qui est anti-écolo, qui est pas utile, qui est coûteux. Et de ce point de vue-là, nous appellerons à voter contre cet aéroport. Vous êtes écolo, très écolo au Front National. Ah, mais nous sommes... Les gaz de schiste, vous êtes contre ou pas? Oui, on peut toujours faire de la recherche pour voir si un jour il y aura un autre mode d'extraction. Mais aujourd'hui, les OGM, vous êtes contre? Non, avec le mode d'extraction actuel, on est contre le gaz de schiste. Oui, et les OGM, vous êtes contre? On est résolument contre les OGM. Centrales nucléaires, mais vous avez eu des études très inquiétantes. Les centrales nucléaires. Si on prend un sujet, c'est le sujet important, Monsieur Bourdin. Oui. Les OGM, si on regarde les études, il y a des études qui sont sorties extrêmement inquiétantes sur l'augmentation des taux de cancer, etc., dans les régions à forte densité d'OGM. Sur le gaz de schiste, si on continue dans le mode d'extraction actuel, et d'ailleurs même les États-Unis en reviennent, eh bien, c'est plus rentable. Oui, d'accord. Ce n'est plus rentable. Oui, mais en plus, c'est plus rentable et puis c'est surtout absolument pas écolo. Par contre, qu'on innove, qu'on investisse massivement. Par exemple, les énergies renouvelables. Alors, on peut par exemple investir dans le solaire. Vous voyez, un solaire français, made in France. En plus, ça ferait de l'emploi. Mais vous voyez, comment on est écolo aujourd'hui? 30 km/h en ville. On a un collectif qui s'appelle le collectif Nouvelle Écologie, qui travaille sur ce sujet-là. J'invite tout le monde à aller voir ces travaux, c'est extrêmement intéressant. On nous explique, et c'est vrai, que plus on produit local, plus on produit près des lieux de consommation, plus on est écolo. Donc en fait, le modèle anti-écolo par excellence, et j'en finirai là, c'est simple, c'est celui qui consiste à les fabriquer en Chine ou dans d'autres pays où il n'y a pas de normes environnementales et au passage pas de normes sociales. Parce que là en plus, si vous voulez, ce sont des frais de transport parce qu'il faut réimporter les produits, ce sont des frais de pollution là-bas et ce sont des frais sociaux en France parce que ça détruit de l'emploi en France. Alors justement, nous allons parler de la réforme du Code du travail. J'ai très envie de savoir ce que pense le Front National là-dessus. Ça c'est du recyclage. Elle est un peu écolo parce que c'est du recyclage de vieux projets du MEDEF. On va y revenir. Aux États-Unis, vous voteriez Donald Trump? Moi, je suis pas citoyen américain. Non. Dans l'élection américaine, excusez-moi. Est-ce que je peux dire ça, alors là, non, vous n'avez pas peur je sais qu'on est obsédé. On est obsédé par pas obsédé. Vous n'avez pas peur le politicien classique qui me dit pour ne pas répondre à la question, moi je ne suis pas citoyen américain. Mais vous avez votre avis quand même. Alors, mon avis, je vais vous le dire. Dieu merci, il n'y a pas encore de caucus en France. On n'est pas encore tout à fait le 51e État, même si certains le voudraient. Mais moi, je regarde. En tout cas, quand on
voit Trump et Sanders qui sont en forme dans les élections, dans les sondages, côté démocrate, côté républicain, ce qui prouve que là aussi il y a une remise en cause de l'establishment. Oui. C'est une évidence. Oui. Et ça doit interroger. Trump sur l'immigration notamment, massive. Sanders sur les inégalités sociales, qui sont très importantes aux États-Unis, et que ça bouge, c'est plutôt sain. Je sais qu'il y a un anti-Trumpisme en France, dans les élites. Je vous pose la question, moi. Et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que à force d'être anti-Trump, on veut présenter systématiquement ses concurrents républicains. Par exemple, M. Rubio est présenté souvent dans la presse française comme un modéré. J'ai même lu le Obama hispanique. Enfin, M. Rubio modéré, je rappelle qu'il est pour aller bombarder la Russie et qu'il est pour interdire l'IVG même en cas de viol ou d'inceste. En matière de modéré, on repassera quand même. Donc vous préféreriez... Donc c'est une situation très différente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que Français, eh bien, nous, de toute façon, nous devrons coopérer avec le président ou la présidente, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, après cette élection, bien sûr, et il faudra le faire le mieux possible. Je regarderai si c'est un président qui maintient une politique d'interventionnisme fou, hégémonique dans le monde, et je pense que ce n'est pas bon pour les intérêts français, ou en tout cas il faut savoir y résister quand c'est nécessaire. Et puis je regarderai par exemple ce qu'il fera sur le traité transatlantique, puisqu'il doit être porté par les États-Unis. J'aimerais que ce soit un président anti-TAFTA, ça nous éviterait, puisque je ne compte pas beaucoup sur le gouvernement français actuel, ni sur celui de l'UMP, si malheureusement ce pays devait revenir au pouvoir, enfin ce parti devait revenir au pouvoir, pour mettre à la poubelle ce traité. UMP républicain. Réforme du Code du travail, donc le temps de travail, 10 heures de travail par jour, mais possibilité jusqu'à 12 heures si accord collectif, 48 heures par semaine maximum, jusqu'à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles, avec accord de la direction du travail. Il y a aussi les heures supplémentaires de la 35 heures, plus 10% minimum si accord. Ensuite, les indemnités prud'homales qui sont plafonnées. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le licenciement économique possible si baisse des commandes ou chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres, perte d'exploitation pendant plusieurs mois, par exemple, dans l'entreprise. C'est un assouplissement, c'est plus de flexibilité pour les entreprises grandes ou petites. Vous êtes contre ou pour? On nous avait annoncé un choc de simplification, on a un choc de précarisation. Voilà. C'est pas du tout ce qui va dans le bon sens. Vous voteriez contre ce texte? De manière extrêmement claire. Et vos deux députés voteront contre? C'est la position qu'a édictée Marine Le Pen, qui a tout de suite estimé, je pense, tout à fait plus de souplesse, écoutez, plus de flexibilité. C'est pas ça. Là, on est dans la précarisation maximale du salarié, c'est-à-dire, et notamment dans les petites entreprises qui vont rien gagner à cette réforme. Vous savez, même dans cette réforme, on supprime la définition des congés après le décès d'un proche. Ça n'est plus garanti par la loi avec cette nouvelle loi. Le congé, pardon. Le congé est garanti, c'est la durée qui n'est plus garantie, mais le congé est garanti. Oui, bien sûr. Le congé est garanti, c'est accord dans l'entreprise. Avouez, M. Bourdin, que ça revient un peu au même, parce que si la durée n'est plus garantie, alors le congé n'est pas bien garanti non plus. On a des choses incroyables, la semaine de 60 heures qui est possible, des apprentis maintenant qui peuvent travailler à moins mineurs, 10 heures par jour, alors qu'avant il fallait l'autorisation de l'inspection du travail, maintenant ça n'est plus le cas. Vous avez parlé effectivement de l'astreinte qui peut être transformée en repos, ce qui est moi je trouve un mépris absolu pour les nombreux travailleurs français qui sont régulièrement en système d'astreinte et qui savent que même s'ils ne sont pas mobilisés pendant l'astreinte, ça n'est pas du repos et ça ne peut pas être considéré comme du repos. C'est pas ce que demandent les petites entreprises, c'est pas ce que demandent les chefs d'entreprise et les salariés. Ils demandent des carnets de commandes remplis. Alors qu'il y a des mesures à faire, qu'on puisse avoir un code du travail plus sain. Quand vous avez un carnet de commandes rempli, il faut pouvoir faire travailler plus longtemps vos salariés. Pardon. Non, déjà pour qu'ils puissent travailler, il faut qu'ils soient remplis. Il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat. Alors si le carnet de commandes est rempli, il faut pouvoir faire travailler ses salariés. Mais croyez-vous qu'ils ne soient pas capables aujourd'hui de les faire travailler? Croyez-vous aujourd'hui que dans les petites entreprises on travaille pas? Bien sûr que si, le nombre de chefs d'entreprise qui réclament cette souplesse, cette flexibilité, qu'on puisse aller vers un code du travail plus simple, plus lisible, plus clair, tout le monde le demande, qu'il y ait moins de paperasserie, tout le monde le demande depuis longtemps. Ça devait être le choc de simplification, ça n'est pas fait. Que par exemple on demande à l'État, aux collectivités de respecter les délais de paiement pour les petites entreprises. Ça, c'est insupportable. Moi, je propose, si vous dépassez 30 jours de délai de paiement, vous êtes l'État ou une collectivité locale, vous devez payer 9% d'intérêt. Je peux dire que ce sera dissuasif et que les délais de paiement seront respectés. Qu'on oblige les banques à financer les PME. C'est ça qu'elles réclament. Aujourd'hui, il y a 40% de PME qui font faillite à cause de problèmes de trésorerie, notamment le financement bancaire. Alors ça suppose de retrouver des armes pour l'économie française et du carburant. Mais tout ce qu'on fait là, ça précarise. Et personne, vous m'entendez bien, personne, y compris les chefs d'entreprise, en tout cas des PME, n'a intérêt à avoir face à lui
un salarié démotivé, précarisé, stressé, en souffrance. Personne n'a intérêt à cela. Personne n'a intérêt à remettre en cause le pacte social français, y compris les petites entreprises qui attendent bien d'autres choses. Alors on avait connu la gauche caviar, voilà maintenant la gauche germinale, c'est-à-dire une gauche qui veut nous ramener sous pression de l'Union européenne, parce que comme d'habitude vous avez l'Union européenne qui traîne derrière toutes ces mesures de précarisation. Au XIXe siècle. Bien. Eh bien, moi, je pense que ça n'est pas le progrès. Alors, le XIXe siècle, justement, le Front National sur la retraite. Parce que là, j'aimerais que ça soit un peu plus clair. J'ai entendu beaucoup de choses sur la retraite. L'âge légal, 60 ans, on est bien d'accord, à condition d'avoir 40 annuités. C'est bien ça. C'est ça. C'est votre position. C'est la position du Front National. Du Front National. Bon, 60 ans, bon, c'est-à-dire que si je commence à travailler à 18 ans, à 58 ans, je pars à la retraite pleine. Si vous avez 40 ans de cotisation, oui. Donc à 58 ans, je suis à la retraite pleine. Ça dépend, il faut regarder les professions. Ça dépend pas. Si. Mais comment ça dépend? Il y a déjà... Il y a la loi ou pas la loi? Non, mais vous savez que déjà, avec la loi ou pas la loi, depuis toujours, vous avez des systèmes qui sont un peu différents selon les professions, aujourd'hui, selon la pénibilité. Bon. Mais globalement, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est 41 ans et demi. Le système... Alors, oui, parce que pour une raison assez simple, c'est que moi je veux bien qu'on demande toujours aux Français, c'est assez simple ce raisonnement, même simpliste. Plus que l'espérance de vie augmente, ce qui est d'ailleurs devenu faux puisque malheureusement elle commence à baisser. L'an dernier on a perdu 4 mois d'espérance de vie en France, ce qui devrait d'ailleurs inquiéter nos responsables politiques. Eh bien il faut travailler plus. Sauf que aujourd'hui vous avez parmi les plus de 50 ans 900 000 chômeurs. C'est le chômage qui augmente le plus vite. Il est même en explosion. Il y en a 2 fois plus qu'il y a 5 ans. D'ailleurs, vous les indemnisez pendant combien de temps? Aujourd'hui, on ne traite pas les sujets aussi importants. Bon, alors finissez. Voilà. C'est en 3 secondes. Il y a des chômeurs seniors qui sont au chômage de longue durée, de plus en plus nombreux. Vous allez leur demander de travailler jusqu'à 65, 67 ou 70 ans, mais vous allez faire 70 ans. Alors, lisez les projets jusqu'au bout, vous verrez que ça mène toujours là. Et que c'est comme cela c'est dans ce sens-là que vont les réformes depuis 25 ans. Mais vous allez faire des retraités. Un homme politique qui a parlé de 70 ans. Vous allez faire des retraités ultra pauvres qui auront un tiers de leur retraite, et notamment les femmes que vous allez précariser comme jamais, parce que leurs carrières se sont arrêtées souvent un peu plus que les hommes. Et donc elles ont un peu plus de mal à avoir leur durée de cotisation et à atteindre l'âge légal. Alors moi je pense que les Français sont prêts à des réformes, mais à condition qu'elles soient faites dans un esprit de justice. Le jour où on aura fait toutes les économies qui ne sont pas faites sur les dépenses inadmissibles dans notre pays, je pense à la fraude sociale, ça n'est pas suffisamment combattu. Je pense au coût de l'immigration et de l'asile. La Cour des comptes a dit 2 milliards par an, rien que pour l'asile. L'aide médicale d'État, c'est pour les clandestins. 800 millions. Alors on a atteint le milliard, 1 milliard par an. Vous pensez au coût de l'Union européenne, je vous disais, un déficit net de 9 milliards par an. Ça nous réglerait rien que ça, le problème des retraites déjà. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Si on a arrêté de verser à l'Europe... Et l'UNEDIC a 30 milliards de dettes, vous faites quoi? De dettes, oui. Je parle moi chaque année, 9 milliards par an. Non, mais sur le chômage, vous faites quoi? Sur la durée d'indemnisation, sur le montant? Alors à ce moment-là, on peut faire la réforme, mais dans un esprit de justice. Et moi je dis qu'on peut très clairement, à partir du moment où on fait ces économies, à partir du moment où on va au cœur du problème, qui est le problème du financement, parce qu'il n'y a plus assez d'emplois. S'il n'y a pas assez de travailleurs, il n'y a pas assez de financement et tout fuit en même temps. Les retraites, ça fuit, la famille, ça fuit, le chômage, ça fuit et on n'a que des déficits et des dettes à gérer. Parce que nous sommes en situation de surchômage et de chômage de masse. Mais moi, moi, je vais au cœur des problèmes et je dis, faisons la réforme dans la justice. Et surtout, réglons le problème de l'emploi en changeant de politique économique, en changeant de politique européenne. 3 ans d'indemnisation pour les plus de 50 ans au chômage. Le MEDEF propose 3 ans pour les plus de 55 ans. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Faut regarder. Non, pas d'accord. Non, je considère que sur la durée, sur le montant, aujourd'hui, affaiblir. Attendez, le MEDEF est d'une grande violence dans cette proposition. Je vous ai dit 900 000 chômeurs de plus de 50 ans. Alors, il faudrait regarder entre 50 et 55 ans, mais c'est beaucoup. Ce sont des gens qui sont virés de leur boîte, vous savez, un beau jour. Vous êtes trop vieux. Vous avez 52 ans, vous avez 53 ans, on vous licencie, on vous vire comme ça, comme un malpropre, alors que vous avez un savoir-faire, une connaissance incroyable, une expérience à transmettre, et vous vous retrouvez dans une situation très difficile parce que vous n'êtes plus employable, comme on dit, c'est un mot affreux, mais vous êtes considéré comme trop vieux, entre guillemets. Ces gens-là ne doivent pas être précarisés. Je vous dis, moi je veux bien qu'on gère la pénurie.
On peut gérer la pénurie, ça sera la solution MEDEF, la gauche germinale qui va tout raboter, qui va tout réduire, c'est la solution de l'Union européenne. Et on arrivera vers la dissolution du pacte social français. J'ai 2 questions. Ou alors on relance la croissance, l'activité en France. Et on revient sur notre question de Brexit. Et on revient sur notre question avec les liens avec la politique de l'Union européenne qui nous appauvrit et qui nous désindustrialise. Vous, est-il vrai que vous n'arrivez pas à trouver d'argent, que les banques ne veulent pas vous prêter au Fonds national? C'est vrai. Les banques françaises. Vous cherchez 27 millions d'euros? Je ne sais pas combien exactement, si, ça doit être à peu près ça, mais chiffré. Pour la présidentielle et législative, c'est possible. Ça coûte cher, malheureusement. Enfin, vous êtes remboursé. Problème. En grande partie. Oui, mais encore faut-il avancer. Problème de base, les banques françaises ne prêtent plus. Bon. Alors, Monsieur Bourdin, vous recevez régulièrement des ministres. Si vous pouviez leur poser la question de savoir si ça leur pose... Non, mais est-ce que ça leur pose pas un problème du point de vue des principes démocratiques que les partis politiques français ne puissent plus être financés par les banques françaises, en tout cas le Front National. Et on avait apporté les lettres de banque pour le prouver, les refus. Par ailleurs, l'effet Big Malion est catastrophique pour tout le monde. Parce qu'à cause des tricheries de l'UMP, l'affaire Big Malion, il se trouve que, évidemment, les banques sont encore plus réticentes. Alors moi, je pose la question, à quoi servent les banques aujourd'hui ? À quoi elles servent? Elles ne financent plus l'économie réelle. Vous allez emprunter à l'étranger. Non mais elles financent plus l'économie réelle, les petites entreprises. Elles veulent plus financer la démocratie à l'étranger. Peut-être en Russie, vous l'avez déjà fait, mais ou ailleurs. Hein. On empruntera là où on peut trouver de l'argent pour faire vivre la démocratie et le débat, bien sûr. Est-il vrai que vous voulez retirer la loi du Concordat en Alsace-Moselle? Qui a dit ça? Je ne sais pas, c'est un auditeur, c'est un tweet de François qui nous dit ça. J'ai passé 4 ou 5 mois de campagne régionale tête de liste à dire qu'au contraire je préserverai le concordat et le droit local en Alsace-Moselle. Vous ne souhaitez pas que les imams soient rétribués par l'État en Alsace-Moselle, à l'instar des prêtres, des curés. Ah oui, mais ce monsieur doit savoir que l'islam n'est pas dans le concordat. L'islam n'est pas dans le concordat et je suis favorable on pourrait étendre aux imams la rémunération. C'est une autre question. Non, moi je suis pour le concordat tel qu'il est. Non, mais... et je ne suis pas favorable effectivement au communautarisme. Aujourd'hui, les curés, les prêtres et les rabbins. Oui. Comment ça se passe en Alsace-Moselle? Oui, mais ils sont rémunérés. En Alsace-Lorraine? En Alsace-Moselle? Alsace-Moselle. Oui. Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. Alors, ils sont rémunérés. Oui, mais c'est le concordat. Pourquoi pas les imams? Parce que le concordat est tel quel. C'est un héritage historique. Les choses. Attendez. L'histoire, elle est telle quelle. La République française, elle est telle quelle. Il y a un héritage historique. Au nom de cet héritage, auquel non seulement il y a le concordat, mais il y a le droit local, qui lui aussi est menacé. Il est menacé à cause de la fusion des régions. Il est menacé par l'Union européenne parce qu'il considère que c'est trop favorable. Elle considère que c'est trop favorable pour les salariés. Mais au nom de cette histoire et de cet attachement, il faut le préserver. Mais au nom de la laïcité, il n'est pas question d'étendre davantage ces règles d'exception. Bien, merci Florian Philippot. 8h58. Merci à vous. Merci.